Comme vous avez vu, on a quand même eu un bon exemple avec Leroy Merlin parce que c'est un des premiers réseaux en France qui s'est bien structuré sur une prise de parole locale. On a beaucoup de choses qui sont racontées par les magasins, les équipes sont très bien intégrées, mais on a cette répartition entre le travail que fait le local et ce que le siège peut apporter, c'est-à-dire des outils comme un bot bien géré avec une arborescence riche, mais aussi de la formation aux équipes, des guidelines. On a eu quand même pas mal de mal pour réaliser cette étude à trouver quelqu'un qui a un déploiement optimal, puisqu'en fait, on a vraiment plusieurs profils qui se développent en fonction souvent de la structure du réseau. On retrouve notre problématique de est-ce que c'est un franchisé, est-ce que c'est un salarié, est-ce que c'est un indépendant. Ça reste une clé pour nous de ce déploiement. Et c'est pour ça qu'en fait, par exemple, quand on a travaillé, nous, les offres qu'on voulait adresser à nos clients, on n'a pas une offre sur catalogue. Ça n'existe pas tout simplement parce qu'en fait, chaque réseau, chaque marque a ses propres problématiques qui vont découler aussi bien du siège, de son marketing, que de la structure de ses équipes. Du coup, on s'est dit que c'était intéressant de partager avec vous les insights qu'on a pour nos clients aujourd'hui sur la façon de déployer ce réseau, ce déploiement social local pour les points de vente. Et du coup, je vais essayer de ne pas vous prendre trop de temps et laisser de la place à la table ronde. On va vous partager un petit peu ce qui, pour nous, fait le succès d'un déploiement. Je rappelle juste pourquoi est-ce qu'on on insiste sur ces opportunités. C'est parce qu'elles sont doubles. Elles sont aussi bien tournées sur le marché, puisqu'en fait, aujourd'hui, les communautés locales, c'est un super levier d'accélération en termes de reach et de personnes impliquées autour de votre marque. Mais c'est aussi des opportunités internes. Et ça, je le rappelle souvent parce qu'on vient du local, donc on accompagne les marques nationales sur le déploiement dans les marchés internationaux. Toutes les logiques du local se retrouvent dans le local, et notamment le côté serviciel et justification des équipes centrales qui viennent pour apporter un service aux franchisés ou au réseau de magasins. Notre conviction, c'est qu'en fait, il y a 3 piliers qui vont présider en fait à la réussite de votre déploiement. Il y a avant tout et surtout la posture. C'est là où en fait souvent on intervient parfois même au niveau des COMEX pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut laisser la prise de parole au local. Parce que souvent, au central, on va penser à Monsieur X qui est franchisé au fin fond du Pas-de-Calais. Ah non, mais lui, je ne veux pas qu'il prenne la parole. Je n'ai pas confiance dans ce qu'il va faire. Il faut comprendre que ce qui fait la richesse d'une page Facebook de magasin, c'est l'incarnant des équipes. Tout comme pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous allez aller dans tel magasin alors que vous en avez plein autour de chez vous, vous allez le faire parce que vous connaissez la marque, vous avez vu les actus, ou vous passez devant tous les jours, ou vous connaissez les équipes et la dernière fois ils vous ont conseillé un truc qui vous a plu. Il y a quand même un lien humain qui se fait, et notamment dans la recherche d'expertise. On prend souvent cet exemple en interne de quand vous avez un magasin qui est dans le nord de la France et dans le sud de la France, s'il vend des chemises, globalement, oui, vous pouvez mettre la même information. Mais si, par exemple, il va faire des arbres ou des plantes, donc de la jardinerie, il ne va pas donner les mêmes conseils au même moment. C'est pour ça que finalement, l'expertise locale, elle doit transparaître et s'incarner. C'est important aujourd'hui de le faire. Ça permettra justement de différencier votre point de vente des autres. Ça permettra surtout de personnaliser les services et les actualités. Parce que si je reprends mon exemple sur la jardinerie, si vous faites une promo entre guillemets pour les meubles de jardin, par exemple, vous n'allez pas le faire au même moment dans le nord ou dans le sud. Et vous n'allez pas forcément vers les mêmes call to action. D'autre part, le fait de laisser les patrons de magasins ou les équipes locales prendre la parole, ça permet aussi d'incarner et de mettre en scène les actualités locales. C'est-à-dire que souvent, que ce soit un opticien, que ce soit un patron d'hypermarché, ils vont prendre la parole dans les actualités locales, et par exemple, ils vont sponsoriser un événement local. Et ça, c'est très différenciant pour le consommateur, donc il ne faut surtout pas hésiter à le mettre en scène. Une fois que cette posture elle est globalement bien adaptée, en fait, les étapes suivantes, elles sont simples. C'est l'outil et la méthode. L'outil, qu'est-ce qui va permettre de faciliter le travail des opérants? Qu'est-ce qui va permettre d'avoir des reportings derrière pour vérifier comment ça performe? Comment on va s'assurer qu'un salarié qui aurait vu son contrat écourté ne va pas pouvoir continuer à prendre la parole? Donc, c'est vraiment des outils, des problèmes d'outils chez nous, et qui permettent de faciliter la distribution, la gestion et la hiérarchisation des fonctions. La gouvernance reste quand même un point important dans le déploiement local quand vous avez un réseau qui prend de l'ampleur. Et après, il y a la méthode. La méthode, je vais vous la présenter, nous, en 4 étapes. Ces 4 étapes qui sont souvent écourtées un petit peu par les annonceurs. On considère que nous, il va falloir passer d'abord par une
un audit en fait, pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut. Ensuite, passer à des déploiements avec une phase théorique, strat, et ensuite déploiement réel. Donc, si je reprends un petit peu étape par étape, il y a la première étape, c'est souvent la prise de conscience de l'annonceur, c'est « Ah, il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, il faudrait peut-être que je regarde ». Et nous, on l'adresse en fait avec 2 étapes, vraiment un audit. Mais l'audit, c'est pas juste qui prend la parole. Aujourd'hui, nous, on travaille avec des outils justement pour pouvoir dire qui prend la parole à votre nom, où, comment et à quel volume. Mais où est-ce qu'on parle de vous aussi? Parce que souvent, en fait, on ne va pas forcément aller sur le réseau. J'avais le cas souvent des marques qui voulaient partir sur Twitter, alors qu'en fait, personne ne parle de vous sur Twitter. Par contre, sur Facebook, il y a du travail à faire. Donc, c'est intéressant en fait, de se reposer la question avec un point de vue extérieur pour faire l'état des lieux et derrière, se décider à choisir les canaux qui vont vous permettre de reprendre la parole et de vous rendre visible. Moi, j'avais le cas, par exemple, d'un client, et je vous parle de l'année dernière, hein, donc c'est encore très récent. On est allé faire juste l'état des lieux de sa présence sur Facebook et on s'est rendu compte que 25% c'était des fake pages. On n'a jamais compris exactement pourquoi des bots ont généré des fausses pages autour de sa marque parce que c'est pas non plus une marque très mainstream. Et c'est surtout que ces salariés qui avaient créé des pages pour les points locaux avaient créé des profils, voire des groupes Facebook. Donc rien qu'au niveau d'identifier tous les points de contact, on a mis une journée à tout ressortir. C'est un réseau de plus de 1000 points de vente, donc ça s'explique. Par contre, ça a été un énorme travail de fond, et c'est ce travail de fond qui lui a permis de justifier auprès du COMEX, justement, qu'il fallait y aller, parce que si on ne le faisait pas, d'autres le feraient à notre place, et pas avec un grand niveau de qualité. On a aussi le cas d'un acteur national qui a eu un problème un petit peu inverse, c'est que lui, ses points de vente étaient bien déployés, uniquement sur une page nationale avec des actualités automatiques. Par contre, ses salariés venaient s'en prendre aux clients qui se plaignaient sur la page. Donc on a eu un petit peu une guéguerre entre ses collaboratrices qui venaient, entre guillemets, répondre aux insultes comme elles les percevaient, en disant mais si vous n'êtes pas contente, vous allez faire vos courses ailleurs. On a eu des escalades quand même d'insultes entre les clientes et les conseillères. Donc c'est quand même un point qui est important, qu'il faut garder en œil. Et après, justement, une fois qu'on a cet audit, c'est qu'est-ce que je veux dire, où je veux le dire, qui va prendre la parole, qui traite quelle actualité ou quelle information. On va se répartir les rôles et on va définir quelle est la mission de chacun des supports et de chacune des équipes. Des guidelines, c'est très bien, mais il faut vraiment penser à embarquer. La clé, ça sera toujours d'embarquer vos équipes sièges et locales. Ensuite, la stratégie, elle est assez simple. Hein. Une fois que vous avez votre stratégie, votre copie annuelle, vos guidelines, etc., c'est comment on va déployer étape par étape. Pour nous, c'est encore une fois communication interne avant d'envoyer les supports, parce qu'il faut que les gens se sentent considérés dans votre déploiement, sinon ça ne marchera pas. Ou alors vous serez perçu comme à la tour de Sauron qui descend les ordres et tout le monde, les petits soldats doivent avancer. Ce n'est pas le but. Pour être franche, quand on accompagne les réseaux là-dessus, on est aussi bien consultant que coach, voire psychologue. Parce qu'une grosse partie de notre travail, c'est de la gouvernance et de la diplomatie interne. Ça demande des profils un peu particuliers. Par contre, pour nous, c'est très réjouissant parce qu'on sent notre valeur ajoutée quand on arrive. Et c'est la même chose quand vous devez piloter l'ensemble de votre réseau. Il faut que les gens se disent « j'adore travailler avec lui parce qu'il me comprend ». Donc, dans la partie stratégie, c'est création et optimisation des comptes pour ceux qui n'en ont pas encore. C'est le choix d'un outil adapté vraiment aux besoins de vos équipes et du siège. C'est la formation des équipes. Et ensuite, il y a un petit tips qui aide beaucoup, c'est fournir en fait, au marché des templates pour qu'en fait, dès qu'ils aient une information à traiter, ils aient un cadre qui permet d'assurer la qualité. Je prends un exemple très simple. Quand vous voulez que votre magasin il traite ses photos de façon qualitative, vous lui envoyez un template sur Photoshop. Il n'a plus qu'à prendre sa photo qu'il a fait à l'iPhone, il la glisse dedans, il opère la lumière et vous avez une photo qui est de qualité professionnelle et pas « je suis sortie dans la rue, j'ai pris ma vitrine et je l'ai passée sur les réseaux sociaux ». Les templates, c'est des outils très simples pour eux. Ils ont l'impression de maîtriser quelque chose qui, jusqu'à présent, aurait été inaccessible. Pour eux, un visuel, c'est un studio design. Alors qu'en fait, techniquement, aujourd'hui, entre l'outil que vous avez et le template que vous fournissez, ça permet d'obtenir un rendu de qualité. Après, sur l'opérationnel pur, il y a effectivement cette question de création des contenus, que ce soit les nationaux, les régionaux, les locaux. Comment je vais industrialiser cette production, comment je vais les accompagner, tout en gardant justement ce point de vue local et personnalisation de l'information. Ça dépend encore une fois de votre réseau, de la maturité, de la formation des équipes.
Mais pour nous, ça reste le nerf de la guerre parce que les réseaux sociaux, ça reste et ça restera le marathon du contenu. Après, il y a justement les mutualisations de services. Vous pouvez mutualiser la production de contenu, mais aussi la modération, la veille, voire l'animation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en siège, on peut très bien faire du dialogue avec les communautés locales, à condition qu'on ait un outil qui nous permette d'assurer les volumes. Mais ce n'est pas mal vu par un consommateur d'avoir une réponse du siège, on dira service consommateur, quand il dialogue sur une page locale. Avec la logique des bots, c'est même devenu une nécessité parce qu'ils ne comprendront jamais pourquoi Jean-Michel, leur opticien, leur répond sur un bot parce qu'il l'a vu dans la boutique juste avant. Donc il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à être franc avec le consommateur, c'est-à-dire oui, vous êtes sur la page du magasin, mais c'est le service client national qui traite les demandes que vous recevez. On parle de monitoring des performances. Si vous êtes bien outillé aujourd'hui, ce n'est plus du tout un enjeu. Par contre, ce qui nous importe, nous, c'est le programme de mentoring. C'est-à-dire que si vous avez un réseau de franchise de 400 personnes, vous ne pouvez pas embarquer 400 personnes. Vous aurez toujours des gens qui ne sont pas digital natifs, vous aurez des gens qui n'ont pas envie, vous avez des gens qui ont autre chose à faire. Par contre, dans 400 personnes, vous avez forcément une trentaine qui sont chauds bouillants et qui attendent que ça. Donc nous, ce qu'on recommande souvent, c'est de procéder par étapes parce que ça va vous permettre derrière de déployer du mentoring. C'est-à-dire que les bêta-testeurs qui ont été convaincus vont devenir vos meilleurs ambassadeurs. C'est comme votre consommateur qui n'était pas content au début, avec qui vous avez traité la demande, bien souvent votre meilleur ambassadeur. Ça passe pareil au niveau de vos employés. Les programmes de mentoring, il y a plusieurs étapes. Il y a justement ceux qui étaient bêta-testeurs qui deviennent les owners d'un projet. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est un vrai mentoring, c'est-à-dire que sur les 30 personnes que vous avez fait travailler, il y en a 15 qui sont très intéressés et très intéressants. Vous allez leur faire parrainer d'autres points de vente pour que petit à petit, on monte avec un système pyramidal, un déploiement, un maillage très fort au niveau national. Et enfin, une fois qu'on a bien fait les choses, ça tourne tout seul, on ne va peut-être pas s'arrêter là. Et là, c'est souvent le souci qu'on a, c'est que nos équipes nous disent « Ah, c'est bon, ça fonctionne ». Ouais, mais maintenant, il va falloir quand même aller plus loin. Donc, c'est là où on parle souvent de maillage avec le CRM, c'est-à-dire qu'une fois que les équipes locales sont bien déployées, il va falloir utiliser cet outil, le rentabiliser. Nous, ce qu'on va vous proposer souvent, c'est de déployer du paid, justement pour que les magasins bénéficient encore plus vite d'un drive to store. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'une fois que les magasins ont une prise de parole qui est reconnue en local, c'est d'offrir des avantages à suivre cette marque plutôt qu'une autre. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on a peu d'acteurs présents sur le Facebook. Dans 5 ans, ça ne sera plus le cas. Donc, comment on va se différencier? Comment on va vraiment faire le lien avec l'utilisateur? Ça peut être des jeux concours, des contenus très qualitatifs. Par exemple, une visite virtuelle dans le cas des gestionnaires de biens immobiliers, c'est proposer des outils qui permettent de faire de la visite immersive en réalité virtuelle. Ça, un magasin ne pourra jamais se le permettre. Par contre, le siège peut déployer un partenariat avec une équipe qui va faire la tournée, un roadshow, pour pouvoir fournir ces contenus plus ambitieux, plus chers, mais qui vont devenir moins chers parce qu'on a pris du volume. Donc je vais résumer un petit peu les questions qu'il faut se poser avant de se déployer sur le social avec ces 3 niveaux. Quel est mon besoin? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes méthodes? Moi, ce que j'aime bien demander aux gens quand on m'appelle, c'est qu'est-ce que vous attendez du déploiement social local? Si vous demandez à 3 personnes du siège dans la même salle, vous aurez 3 réponses. Donc avant toute chose, il faut se mettre d'accord sur la strate et l'objectif. Ensuite, il y a, c'est très bien de faire parler le magasin, mais est-ce qu'en attendant, on représente bien le corporate? Il y a aussi la question des ambitions de ce déploiement. Est-ce que l'année prochaine, il faut que ça soit un outil de marketing ou est-ce que ça doit être un outil rentable? Donc, vous avez toute une liste de questions. Elles s'adaptent à peu près à tout le monde et elles permettent de faire réfléchir les gens ensemble avant de lancer un projet.